Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, re-bienvenue, cette fois-ci une petite vidéo pour vous parler des barèmes des scénarios 4 et 5. 4 et 5 donc du sang sur l'autel et aux frontières du visible que vous allez pouvoir jouer à partir de maintenant et vous aurez jusqu'au dimanche 9 juin pour les jouer et remettre vos scores dans les formulaires de résultats qui sont dans la description de la vidéo. Voilà. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude et on va commencer tout de suite par le scénario 4 du sang sur l'autel. Alors, comme d'habitude, pour le scénario, un barème général, donc un bonus de 3 points si vous obtenez les conclusions 1, 2 ou 3, et un point pour chaque investigateur, investigatrice engagé dans une mission. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous lire tout le détail des missions pour essayer d'écourter la vidéo, je vous laisserai lire. Je vais plutôt vous expliquer l'esprit de chaque mission pour que les instructions soient assez claires. On commence donc par la première mission, qui est réservée aux traits agence, criminel, détective, élu, police, reporter et veilleur. Les personnes de votre genre ne sont pas les bienvenues ici, ce village sans traquenard. Là, la mission est assez simple. Vous savez dans ce scénario que vous devez placer des cartes rencontres sous les lieux. Parmi ces cartes rencontres, il y a 5 lieux sous lesquels il y aura une carte rencontre. Parmi ces 5 cartes rencontres se cache la clé de la chambre et la chambre cachée que vous devez trouver pour faire avancer le scénario. Là, il s'agit juste de dire que au lieu de une carte sous chaque lieu, il y aura 2 cartes plus une par investigateur investigatrice sous chaque lieu, par investigateur investigatrice engagé dans cette mission. Donc ça fait qu'il y en aura 3 s'il y a une seule personne engagée dans cette mission, 4 s'il y a 2 personnes engagées dans cette mission, etc. sous chaque lieu. Vous les piochez, quand vous les piochez tout en même temps. C'est pas une et puis après vous décidez plus tard d'en piocher une deuxième, etc. Quand vous décidez de les piocher après avoir vidé les indices du lieu, c'est tout en même temps. Alors en même temps, vous les prenez quand même une par une, mais en tout cas vous êtes obligé de prendre les 2, 3 ou 4 d'affilée. Et ensuite, si vous jouez en multijoueur, ces cartes gagnent péril, et uniquement les personnes engagées dans cette mission peuvent piocher ces cartes. Les autres ne peuvent pas, sauf s'il n'y a plus d'investigateurs et investigatrices engagés dans cette mission, qui sont tous vaincus ou qui ont abandonné, elles ont abandonné dans ce cas-là. Les autres ont le droit de piocher, il ne faut pas que ça bloque l'avancée du scénario non plus. À la fin du scénario, vous gagnez 2 points au classement par lieu sous lequel il y avait des cartes rencontres au début de la partie et qu'il n'en a plus. Voilà. Donc il va falloir affronter de la carte rencontre pour cette mission. On va passer à la deuxième et à la troisième mission, qui sont pour la deuxième mission pour les bénis, chasseurs, croyants, cultistes, sorciers, vagabonds, vétérans, voyageurs. Vos aventures vous emmènent régulièrement dans ce genre de village. Vous savez vous y prendre avec les villageois et les villageoises qui vous font confiance et vous donnez bien plus d'informations que vous n'en demandiez. Là, l'idée est simple aussi, vous rajoutez plus d'indices sur chaque lieu. Voilà, les gens vous parlent, ils vous parlent beaucoup, vous trouvez plein d'informations, mais du coup, vous êtes obligé de trouver plus d'informations. Donc, vous ajoutez un indice par investigateur, investigatrice pour chaque personne, pour chaque investigateur, investigatrice qui est engagé dans cette mission. C'est-à-dire que si vous êtes 4 joueurs, par exemple, 4 joueurs ou 4 joueuses, vous avez 2 personnes engagées dans cette mission, et dans ce cas-là, c'est 8 indices en plus, donc 2 fois 4, 8 indices par investigateur, investigatrice, que vous rajoutez sur chaque lieu ayant déjà des indices dessus quand vous les révélez. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne rajoutez pas d'indices sur le lieu de départ ni sur la chambre cachée quand vous la révélez. Voilà. Comme vous le savez dans ce scénario, à la fin du scénario, après le passage de l'acte 1A, vous allez devoir remettre tous les indices que vous avez en votre possession dans la chambre cachée. Donc ça veut dire que non seulement vous allez devoir trouver une première fois tous ces indices, et en plus vous allez devoir les trouver une deuxième fois dans la chambre cachée. Donc ça fait beaucoup d'indices à trouver. Ou alors, la deuxième fois, plutôt que de trouver les indices, vous pouvez décider de plutôt tuer Silas Bishop, mais Silas Bishop aura aussi plus de vie. Pour que ce ne soit qu'il y ait un vrai dilemme entre choisir de le tuer ou de récupérer tous les indices. Voilà. Pour les points au classement, c'est facile, vous gagnez
2 points au classement pour chaque lieu qui n'a plus d'indice sur lui au passage de l'acte 1A. Donc en gros, avant de rentrer dans la chambre cachée, trouvez tous les indices en jeu si vous voulez mettre le maximum de points. Voilà. Ensuite, la mission suivante, elle est réservée au trait principal: artiste, assistant, crépuscule d'argent, entrepreneur, interprète, médecin, mondain, municipal et rêveur. Vos aventures vous emmènent rarement dans ce genre de village. Vous êtes une citadine, un citadin. Ici, vous n'avez plus aucun repère. Là, l'idée de la mission, c'est de jouer sur le fait que vous soyez désorienté et que dans ce village, quand vous trouvez enfin ce que vous cherchez, vous vous souvenez plus très bien où et quoi. Donc, vous allez devoir trouver la chambre cachée et la clé de la chambre, sauf qu'à chaque fois que vous les trouvez, si jamais il reste encore des cartes rencontres sous les autres lieux, vous remélangez tout ça et vous redistribuez les cartes face cachée sous les lieux les plus éloignés de vous. Voilà. Vous avez le détail de la procédure quand ça arrive des instructions qui est écrit ici. Au final, c'est assez simple. Si vous trouvez la chambre cachée, puis la clé de la chambre, ou la clé de la chambre, puis la chambre cachée, au moment où vous avez les deux en main, vous regardez les autres lieux. S'il reste des cartes rencontres sous les autres lieux, alors vous suivez les instructions qui sont ici. Voilà. Vous comptez le nombre de rounds jusqu'au passage, effectué par l'équipe jusqu'au passage à l'acte 1B, dont le premier round évidemment est le round en cours. Donc au moment où vous entrez dans la chambre cachée, vous arrêtez le décompte des rounds, et si vous avez pris 9 tours ou moins pour passer à l'acte 1B, vous gagnez 10 points au classement. 10 ou 11 rounds, vous gagnez 8 points au classement. 12 ou 13, 5 points, et 14 ou 15, 1 point. Voilà. Donc une mission pas très complexe, mais qui vous demande de recommencer entre guillemets un petit peu la partie, puisqu'à chaque fois vous allez remélanger les cartes rencontres sous les lieux, tout en ayant de toute façon à chaque fois de moins en moins, et replacer vos indices sur les lieux en question s'ils sont révélés, de manière à devoir un peu recommencer. Tout est à refaire, ou presque. Et il nous reste la dernière mission, la mission 4, mission réservée au très clairvoyant, érudit, maudit Miskatonic. Vous vous réveillez dans une étrange chambre. Il vous faut quelques minutes pour comprendre ce qu'il s'est passé. Vous avez été kidnappé. Alors, cette mission elle est très particulière puisque elle inverse un peu le scénario par rapport à ce dont vous avez l'habitude. Surtout si vous jouez en solo, pour le coup, vous allez vraiment jouer un scénario très différent. En multi, vous allez jouer un scénario différent, mais vos collègues, les autres investigateurs et investigatrices joueront le scénario relativement normalement. L'idée ici, l'esprit de cette mission, c'est que vous êtes capturé et que vous devez survivre et faire survivre les autres sacrifices potentiels jusqu'à ce que vous soyez libéré. Il y a plusieurs manières d'être libéré, il y a 2 manières d'être libéré, on va les voir ensuite. Mais du coup, l'idée c'est qu'à chaque round, il y a potentiellement Silas Bishop qui va bouffer l'un de vous, ou un sacrifice ou une sacrifice potentielle. Donc là, l'idée c'est que vous commencez dans la chambre cachée. Alors, si vous êtes en solo, vous prenez la carte la chambre cachée, en gros vous suivez les instructions de mise en place que j'ai indiquées ici, mais en gros vous allez vous retrouver tout de suite dans la chambre cachée. Si vous êtes en multi, vous allez être obligé de prendre un proxy pour la chambre cachée, puisque la chambre cachée devra être placée sous un des lieux de la map normale, pour que les autres investigatrices puissent venir éventuellement vous libérer, trouver la chambre cachée, trouver la clé, puis vous libérer comme le scénario habituel le demande. Mais vous en tout cas, vous êtes dans la chambre cachée avec les autres sacrifices potentiels. N'oubliez pas d'ajouter tous les sacrifices potentiels, tous les soutiens d'histoire, Henry Armitage, Warren Rice et Francis Morgan, ainsi que les sacrifices qui sont déjà dans la pile des sacrifices potentiels, c'est-à-dire Zébulon et Earl Sawyer. Ces 5-là, vous allez devoir essayer de les sauver. Plus vous en sauvez, plus vous rapporterez de points à la fin. Donc,
vous vous mettez dans la chambre cachée, vous mettez 20 indices par investigateur, investigatrice engagé dans cette mission dans la chambre cachée, et vous mettez aussi 3 ennemis serviteurs de nombreuses bouches dans la chambre cachée. Ces 3 ennemis gagnent distant, donc pour l'instant c'est vos gardes, c'est eux qui s'occupent de la grosse bête, de Silas Bishop. Ils vous embêtent pas, ils sont distants, mais il va falloir les tuer pour sortir malgré tout. Donc vous avez les serviteurs de nombreuses bouches, vous avez 20 indices par investigateur, investigatrice dans le lieu, et à la fin de chaque phase des ennemis, vous allez devoir définir si quelqu'un est sacrifié, ou si Silas, c'est pas le moment de manger pour lui et personne n'est sacrifié pour l'instant. Pour ça, vous allez devoir, à la mise en place, c'est ce que je mets à la fin de ces instructions, prenez un sac opaque et créez une réserve de sacrifice constituée de 5 pions symboles, peu importe lesquels, 5 pions chiffres, peu importe lesquels, et un échec automatique, tous ces jetons pris dans votre collection, évidemment, pas dans le Chaos Bag. Contrairement au Chaos Bag, vous ne pouvez pas interagir avec cette réserve de sacrifice. Et en gros, à chaque phase des ennemis, à chaque fin de la phase des ennemis, vous allez devoir piocher dans cette réserve de sacrifice, et en fonction du jeton symbole si c'est un symbole ou non, que vous piochez, vous allez pouvoir définir s'il y a un sacrifié potentiel qui est sacrifié, un sacrifice potentiel qui est sacrifié. On va voir comment tout ça fonctionne pendant la partie, donc ces quelques règles s'appliquent. Donc, la première règle, c'est que vous ne pouvez pas quitter la chambre cachée par un effet de carte joueur ou joueuse ou par un effet de carte rencontre. Je pense notamment aux cartes rencontres du set des maigres bêtes de la nuit qui vous demande de retourner dans un lieu central si vous échouez à un test d'agilité de 4. Voilà, vous n'appliquez pas cet effet. Vous prenez le dégât et l'horreur, mais vous n'appliquez pas cet effet de retourner dans un lieu central. Pour pouvoir sortir de la chambre cachée, il n'y a qu'une manière, c'est d'être libéré. Pour être libéré, il y a deux moyens qui sont soit de trouver tous les indices qui sont sur votre lieu, s'il n'y a plus d'indices sur la chambre cachée et que les 3 serviteurs de nombreuses bouches sont morts, ne sont plus en jeu, vous pouvez avancer à l'acte 1B, vous êtes considéré comme libéré. Vous avez tué les gardes et vous avez trouvé tous les indices, vous êtes libéré. L'autre manière, c'est en multijoueur. Vous pouvez être libéré si les autres joueurs et joueuses trouvent la chambre cachée et la clé et entrent dans la chambre cachée. Là, eux aussi, dans ce cas-là, passent à l'acte 1B. Et ils vous libèrent. Voilà, ça c'est les deux manières possibles pour être libéré. Aucun autre moyen de quitter la chambre cachée. En attendant d'être libéré, vous allez en revanche devoir survivre à Silas Bishop qui demande régulièrement des sacrifices. En gros, à chaque phase des ennemis, au lieu de l'attaque de Silas Bishop, il n'attaque déjà pas pendant la phase d'investigation puisqu'il ne fait pas d'attaque d'opportunité, mais là, au lieu de son attaque pendant la phase des ennemis, vous allez piocher un jeton dans la réserve de sacrifice que vous avez constitué pendant la mise en place. Vous pouvez dépenser X indices par investigateur engagé dans la mission pour révéler X pions supplémentaires de la réserve de sacrifice au moment où vous voulez piocher. C'est vivement conseillé, puisque si vous piochez un chiffre, vous pouvez piocher X jetons supplémentaires et en choisir un parmi ceux révélés. Si vous piochez un chiffre, il ne se passe rien. Si vous piochez un symbole non échec automatique, dans ce cas-là, c'est un des sacrifices potentiels qui est sacrifié et qui du coup est tué. Vous prenez la carte du dessus de la pile des sacrifices potentiels et vous la mettez sous le deck intrigue. Ensuite, vous retirez le jeton que vous avez pioché, ce jeton symbole que vous avez pioché, et vous le mettez de côté hors jeu. Voilà, il n'y a donc plus que 4 symboles dans la réserve de sacrifice. En revanche, si vous piochez un échec automatique, alors c'est vous qui êtes sacrifié. Dans ce cas-là, vous êtes carrément tué. Votre investigatrice est mangée par Silas Bishop et vous ne pouvez plus l'utiliser jusqu'à la fin
de la campagne. Vous devrez changer d'investigateur ou d'investigatrice à la fin de ce scénario avant la conclusion pour avoir éventuellement les points de victoire qui correspondent. Voilà, pour pouvoir commencer avec quelques points d'expérience le scénario suivant avec le nouvel investigateur ou la nouvelle investigatrice. Petit rappel quand même, la réserve de sacrifice n'est pas une réserve du chaos, donc les cartes joueurs-joueuses ne peuvent pas interagir avec. Donc pour faire simple, hein, il est très conseillé de dépenser des indices, puisque si vous dépensez au moins un indice, déjà vous êtes à chaque fois que vous piochez dans la réserve de sacrifice, donc à chaque round, si vous dépensez au moins un indice, vous êtes sûr de ne pas tomber sur l'échec automatique. Attention quand même, parce qu'au passage d'intrigue, on vous demande de faire un sacrifice aussi, de prendre la carte qui est au-dessus de la pile de sacrifice et de la mettre sous le deck intrigue. Vous pouvez éviter ça aussi, puisqu'il s'agit là aussi de faire un sacrifice, vous pouvez l'éviter en suivant exactement les mêmes instructions de piocher dans la réserve de sacrifice. Donc ça veut dire que au moment des passages d'intrigue, dans le même round, vous aurez 2 fois à piocher dans la réserve de sacrifice, donc gardez des indices pour ces moments-là. Voilà. Ne dépensez pas tous vos indices à chaque fois, puisque vous risquez sinon de peut-être même vous être sacrifié, qui sait. Donc, petite règle supplémentaire, au début de chaque round, les servants de nombreuses bouches font un tour de la cellule, donc vous défaussez toutes les cartes et attachements. Voilà, donc ça c'est pour éviter quand même que ce soit des cartes ou attachements, rencontres et joueurs-joueuses. C'est pour éviter, il y a deux choses que je voulais éviter avec ça, c'est-à-dire que de cartes qui réduit la valeur occulte à 0, que ça reste pas pendant toute la partie, ce serait un peu trop facile, vous mettez une, je sais plus quoi, entrée, alors ça doit pas être défoncer la porte, j'utilise pas le bon mot, mais peu importe. Enfoncer la porte, qui du coup pourrait réduire potentiellement à 0, et après vous trouvez tous les indices très facilement, il faut que ce soit un peu compliqué. Et aussi ça permet d'enlever une carte rencontre notamment, qui fait une horreur à chaque round quand elle est attachée au lieu, donc dans ce cas là c'est pareil, je voulais pas non plus que vous soyez, comme vous pouvez pas quitter le lieu, que vous soyez obligé de prendre une horreur à chaque round, ça risquait de devenir trop compliqué. Donc, les autres règles, voilà, en ce qui concerne les cartes joueurs, les sacrifices potentiels comptent comme un investigateur ou une investigatrice avec un point de vie. Ça, c'est juste pour dire que n'utilisez pas une dynamite pour tuer les 3 servants d'un coup, parce que ça tuerait aussi tous les sacrifices potentiels. Et si vous jouez en solo, vous lirez, vous avez la valeur du jeton crâne qui change. Ça, c'est parce que le jeton crâne est normalement égal au nombre de cartes qui sont de lieux sans carte rencontre dessous. Et ça, c'est valable que si vous jouez le scénario normalement. Voilà. À la fin de la partie, vous gagnez 2 points pour chaque carte dans la pile de sacrifice potentiel. Donc, si vous avez réussi à sauver tout le monde, vous marquez 10 points, c'est le maximum. Et puis, si vous en avez perdu au passage, vous marquerez un peu moins de points. Voilà pour le scénario 3, pour le scénario 4, pardon, du sang sur l'autel. Et puis, on va pouvoir passer au scénario 5. Alors, pour le scénario 5, aux frontières du visible, j'ai ajouté quelques règles générales, notamment qui sont des règles par rapport à la mise en place, puisque c'est un scénario qui, de base, dépend vraiment du résultat du scénario précédent, et que par souci d'équité, il fallait que tout le monde puisse démarrer ce scénario dans les mêmes conditions pour que les missions puissent fonctionner. Voilà. Donc déjà, la première règle générale, c'est que vous allez devoir, plutôt que de suivre les instructions de mise en place, de placer les rejetons en fonction du nombre de sacrifiés, etc., vous placez un rejeton du Oxotote en début de partie dans les ruines de Watley, et vous mettez les 4 autres rejetons de côté hors jeu, vous n'en retirez aucun de la partie. Donc potentiellement, ils vont tous pouvoir rentrer en jeu. L'acte en cours ensuite gagne. Pour une action rapide, vous générez un rejeton dans un lieu pris au hasard, si possible, évidemment, c'est donc s'il y en a qui sont toujours mis de côté, et max d'une fois par round. Voilà, ça c'est pour vous permettre, puisque pour beaucoup de missions il va falloir tuer les rejetons, pour vous permettre de ne pas être à court de rejetons, puisque ça peut arriver dans le scénario d'origine, ce qui est toujours un peu dommage.
La poudre d'Ingazi que vous avez peut-être gagnée lors du précédent scénario et qui rentre en jeu pendant la mise en place, la poudre d'Ingazi perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc non, il n'y aura aucun indice sur la poudre en début de partie. Pour une action rapide, vous pouvez déplacer un de vos indices, donc pas nécessairement un qui est sur la poudre, un de vos indices vers un rejeton incliné dans votre lieu. Ensuite, cet ennemi se redresse. Donc vous pouvez en placer qu'un seul à la fois, et vous prenez le risque que le rejeton se redresse et donc potentiellement puisse vous attaquer ensuite. N'oubliez pas, il y a une fenêtre rapide pendant la phase des ennemis, donc si après l'attaque des ennemis, donc si vous avez eu la malchance de vous faire attaquer par le rejeton pendant la phase des ennemis, vous pouvez, il s'incline, et donc vous pouvez déplacer un de vos indices vers ce rejeton à ce moment-là. Après il se redresse, mais peu importe, puisque vous avez de toute façon été déjà attaqué. Enfin, lorsque vous êtes vaincu et que vous abandonnez, ne remettez pas vos indices sur votre lieu, gardez-les avec vous, ça c'est valable, parce que pour certaines missions, c'est le décompte est important, il est important pour le décompte que vous ne remettiez pas vos indices sur votre lieu, vous les gardez avec vous. Le barème général habituel, bonus de 3 points pour la bonne conclusion, donc en l'occurrence la conclusion 2, ou que 0 rejetons se sont évanouis dans la nature. Ça on verra, c'est pour la dernière mission. En tout cas, c'est si vous réussissez bien le scénario. Et puis bonus de 1 point au classement pour chaque investigateur et investigatrice engagé dans la mission. La première mission, elle est réservée au trait principal, béni, clairvoyant, crépuscule d'argent, croyant, cultiste, maudit et sorcier. Vous comptez sur votre connaissance de l'occulte plus sur quelques indices pour vaincre ces monstruosités. C'est ce qui est écrit derrière ma tête. Donc là c'est très simple, à la fin de la partie vous comptez le nombre d'indices en votre possession et le seuil d'indices total des lieux en jeu, même les lieux non révélés. Donc vous révélez les lieux, vous regardez leur seuil d'indices. Donc vous comptez les deux, les indices en votre possession, le seuil total. En gros, c'est pour faire un ratio. Est-ce que vous avez trouvé 100% des indices, 90% des indices, 95% ou seulement 20% des indices. Et ensuite, vous gagnez des points au classement égal à 2 points fois le nombre de rejetons que vous avez tués fois le ratio, en l'occurrence le nombre d'indices trouvés divisé par le seuil d'indices total. Ne vous inquiétez pas, quand vous remplirez le formulaire, vous mettrez juste les différentes infos et c'est évidemment moi qui ferai le calcul. Donc, l'idée de cette mission, c'est de tuer les rejetons en essayant de mettre le minimum, vous pouvez, mais en essayant de mettre le minimum d'indices sur eux, puisque vous perdez dans ce cas-là des indices, et donc vous perdez des petits bouts de points au classement quand vous laissez vos indices sur les rejetons. Donc c'est plus difficile, puisqu'ils ont quand même 6 d'attaque, donc ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à monter sans aide des indices, vous arriviez à monter jusqu'à plus de 6 de volonté. Après, évidemment, j'ai choisi les traits qui ont déjà une volonté plutôt intéressante. Hein. Je crois que le seul qui se fait emmerder, c'est Preston en crépuscule d'argent, qui lui va probablement un peu galérer, mais c'est pas impossible, car Preston peut payer pour tout. Voilà. Ensuite, les missions suivantes, qui sont réservées, la deuxième, aux traits agence, chasseur, détective, élu, police, veilleur ou vétéran. Votre réputation de tueur-tueuse de monde vous précède, les rejetons de Yog-Sothoth ont peur de vous. Alors, pendant la partie, donc ces règles s'appliquent. En gros, pour cette mission, chaque rejeton de Yog-Sothoth gagne après avoir attaqué un investigateur, investigatrice ou été attaqué par un investigateur, une investigatrice. Le rejeton se déplace de 2 lieux en s'éloignant le plus possible de cet investigateur, investigatrice et dans un lieu sans investigateur, investigatrice si possible. Voilà. Ceci s'applique même si l'attaque n'inflige aucun dégât ou est annulée.
Donc ça c'est la première règle, donc en gros quand vous tapez, il gagne pas vraiment furtif parce que furtif on se déplace, l'ennemi est déplacé d'un lieu et incliné, là il se déplace de 2 lieux, ils vous fuient, ils ont peur de vous, donc il va falloir un peu leur courir après pour pouvoir les tuer. Ensuite l'intrigue en cours gagne, au début de la phase des ennemis, chaque rejeton du Yogg-Sothoth dans le village de Dunwich et qui est redressé, abandonne et retourne dans sa dimension, retirez-le de la partie, il ne va pas dans la pile de victoire. Bon, ça c'est un peu plus pour le fun, c'est assez facile de faire en sorte qu'il ne soit pas dans le village de Dunwich et redressé, puisque si vous le tapez, il s'éloigne de 2 lieux, donc vous avez un peu le contrôle de, où est-ce qu'il peut être à la fin de la phase des ennemis, pardon, au début de la phase des ennemis, et ensuite il se déplace tout seul à la fin de la phase des ennemis, donc s'il se retrouve à la fin de la phase des ennemis seulement dans le village de Dunwich redressé, vous n'appliquez pas ça, hein, c'est qu'au début de la phase des ennemis. Voilà. Et à la fin de la partie, vous gagnez 2 points en classement pour chaque rejeton du Yogg-Sothoth dans la pile de victoire. Donc l'idée c'est de leur courir après au maximum et d'en tuer un maximum. Ensuite, mission 3, si votre investigateur-investigatrice a comme trait principal érudit, interprète, médecin, miskatonic, mondain, municipal, reporter, votre réputation d'universitaire vous précède. Vous n'avez pas l'air d'une combattante ou d'un combattant. Yogg-Sothoth en profite pour vous envoyer son meilleur rejeton. Là, l'idée de cette mission, c'est assez simple, c'est de créer, plutôt que d'avoir plein de rejetons, de créer un immense rejeton de Yogg-Sothoth, une espèce de super boss que vous allez devoir essayer de vaincre. Donc à la fin de la mise en place, en fait, vous allez prendre les 4 rejetons que vous avez mis de côté et les placer sous le rejeton de Yogg-Sothoth que vous avez mis en jeu dans les ruines de Watley qui se transforment, ils fusionnent ensemble pour se transformer en un immense rejeton de Yogg-Sothoth. Ensuite, vous allez chercher dans le deck rencontre les 4 traîtrises bêtes démesurées. C'est des traîtrises qui boostent ce rejeton, donc il donne plus 1 de force. Il y en a 4, donc plus 4 de force en tout et plus 4 de vie. Et vous les attachez à l'immense rejeton du Yogg-Sothoth, puis vous allez chercher dans le deck de rencontre toutes les versions de la traîtrise bête altérée et vous les retirez de la partie. La traîtrise bête altérée, c'est une traîtrise qui soigne, qui peut notamment soigner les rejetons. Là, comme vous allez devoir vous acharner sur un rejeton, il est hors de question qu'il puisse se soigner, ce serait un peu trop difficile pour vous de tomber sur cette traîtrise au mauvais moment. À partir du moment où vous lui avez fait 9 dégâts, il faudrait tout recommencer, donc vous les retirez de la partie. L'immense rejeton du Yogg-Sothoth gagne les traits élite et riposte. Donc élite, ça veut dire qu'il n'est plus possible, il sera plus possible avec les cartes joueurs-joueuses de lui enlever les traîtrises qui lui sont attachées. Et vous gagnez et il gagne riposte, ça vous savez ce que ça fait, ça peut être violent. Si vous jouez en multijoueur, il gagne aussi alerte, pour éviter que ce soit un peu trop facile, il y en a un qui l'esquive et puis les autres qui lui tapent dessus. Voilà, donc ça, pour que ce soit un peu plus compliqué, vous prenez un risque aussi en l'esquivant. Le rejeton du Yogg-Sothoth a toujours une attaque de 6, une agilité de base de 3 et un nombre de points de vie. En revanche, il a un nombre de points de vie cumulés égal à tous les rejetons de Yogg-Sothoth qui le composent, c'est-à-dire 5 plus 5 par investigatrice. Et en plus de ça, il a les 4 traîtrises bêtes démesurées qui lui sont attachées. Donc en gros, vous allez commencer avec un immense rejeton qui a une valeur d'attaque de base à 10, qui a, si vous êtes en solo, 14 points de vie et 3 d'agilité. Donc ça va être très compliqué et très long d'essayer de le taper petit à petit, surtout que à chaque phase des ennemis, à la fin de chaque phase des ennemis, il va se déplacer. Donc même si vous êtes avec lui, il peut se déplacer. Donc vous allez aussi un peu devoir soit lui courir après, soit vous prendre des attaques, etc. Donc ça va être assez complexe. Et si vous êtes à 4 joueurs ou 4 joueuses, c'est quand même, il s'agit de 29 points de vie à lui infliger. Après, vous avez tous le droit de lui taper dessus. C'est pas réservé seulement aux personnes engagées dans cette mission. Vous avez tous le droit de lui taper dessus. Donc ça peut aussi aller très vite, hein, puisque vous pouvez lui taper dessus chacune en un tour, si vous êtes tous dans le même lieu avec lui, 3 fois. Enfin, une fois par action, donc potentiellement peut-être 9, 10, 12 dégâts maximum, presque, pendant une seule phase d'investigation. Vous pouvez évidemment placer des indices dessus, normalement vous n'avez pas gardé vos indices pour cette mission. Après, si vous faites toutes les missions en même temps, ça risque d'être plus complexe, évidemment. Mais pour cette mission, vous pouvez lui mettre des indices dessus. Donc finalement,
au bout d'un moment, plus il aura d'indices sur lui, plus ce sera facile de le taper, parce que grâce à la formule ésotérique, vous pourrez monter jusqu'à 12, 13, 14 d'attaque contre 10, ce qui restera jouable en standard en tout cas. Et il inflige toujours 2 dégâts et 2 horreurs, mais comme il est massif, c'est à tous les investigateurs et investigatrices dans son lieu, donc ça ne change pas. Petite précision, le crâne sur la référence du scénario est changé, plutôt que ce soit 1 par rejeton de Yog-Sothoth en jeu, puisque vous n'en aurez qu'un toute la partie, c'est 1 par investigateur en difficulté facile et standard, et 1 par investigateur, moins 1 par investigateur en difficulté standard, et moins 1, j'ai fait une petite erreur, je vais le changer, moins 1 par investigateur, moins 2 en difficulté difficile ou expert. Donc ce sera minimum moins 3 en difficile ou expert. Voilà. À la fin de la partie, si l'immense rejeton de Yog-Sothoth est dans la pile de victoire, séparez la pile qui le compose. Donc les 5 rejetons que vous avez mis les uns sur les autres, vous séparez la pile qui le compose de manière à ce que chaque rejeton de Yog-Sothoth soit individuellement dans la pile de victoire. Si l'immense rejeton de Yog-Sothoth est encore en jeu pour chaque groupe de... Donc si vous n'avez pas réussi à le tuer, à le vaincre complètement, vous allez quand même mettre des points au classement. Donc pour chaque groupe de 2, plus 1 par investigateur, dégâts sur lui, vous prenez un des rejetons de Yog-Sothoth qui le compose et vous le placez dans la pile de victoire. Ensuite, vous gagnez 2 points au classement pour chaque rejeton de Yog-Sothoth dans la pile de victoire. Donc en gros, même plus vous lui ferez de dégâts, plus vous marquerez de points, même si vous ne le tuez pas. Donc frappez-le autant que vous pouvez. Dernière mission pour ce scénario 5, qui concerne les traits artiste, assistant, criminel, entrepreneur, rêveur, vagabond et voyageur. Vous commencez à en avoir marre de ces villageois et de villageoises et de leurs problèmes, qu'ils ou elles se débrouillent tout seuls. Donc, cette mission, c'est une mission où vous allez devoir, le but ça va être d'abandonner et de laisser les villageois et les villageoises à leur sort, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas invoquer des bêtes démesurées. Pour ça, vous allez devoir abandonner, mais vous allez devoir essayer d'abandonner et de vous réfugier dans un lieu le temps que le carnage soit fini. Et donc d'abandonner dans un lieu, sauf qu'il va falloir abandonner dans le bon lieu. Et au début de partie, vous ne savez pas quel lieu est le bon lieu. Pour savoir lequel est le bon, vous allez prendre les 6 exemplaires des lieux que vous n'utilisez pas, ceux qui ne sont pas en jeu, et que vous allez retirer de la partie en début de partie, pendant la mise en place, vous allez les mettre, vous allez les mélanger, faire attention à créer une pile dans laquelle vous ne voyez que le lieu qui est au-dessus, et dans cette pile, le lieu qui est tout en dessous est le lieu où vous devez abandonner. Donc pour l'instant, vous ne savez pas lequel c'est, vous ne le voyez pas, c'est ce que j'appelle la planque sûre, et les autres sont des mauvaises planques. Donc si vous abandonnez dans une mauvaise planque, de mauvaises choses vont vous arriver. Si vous abandonnez dans une planque sûre, tant mieux, vous allez survivre à ce scénario. Pendant la partie, vous allez devoir petit à petit enlever les mauvaises planques du haut de la pile du deck planque. Vous les enlevez petit à petit pour pouvoir petit à petit révéler le lieu en dessous, puis le lieu en dessous, puis le lieu en dessous, pour en effet à la fin arriver peut-être, si vous êtes assez fort, à voir quel lieu est tout en bas de la pile, et donc quel lieu est la planque sûre dans laquelle vous allez pouvoir abandonner de manière safe, parce que sinon vous pouvez abandonner toujours, hein. Tous les lieux gagnent la capacité abandon, vous vous réfugiez dans ce lieu, tous les lieux gagnent cette capacité, sauf que si vous abandonnez dans un mauvais lieu, vous prenez d'énormes risques. Donc ces règles s'appliquent, vous ne pouvez pas attaquer ou infliger de dégâts aux rejetons du Yog-Sothoth. Donc ça aussi c'est important, parce que ça veut dire que vous allez devoir vous trimballer les rejetons de Yog-Sothoth pendant toute la partie, puisque vous ne pouvez pas les taper, les attaquer ou leur infliger des dégâts. Évidemment, eux peuvent vous attaquer et vous infliger des dégâts et des horreurs, donc ça, il faut essayer de penser à les esquiver, ou en tout cas à s'éloigner d'eux le plus possible. En revanche, si vous jouez en multijoueur ou multijoueuse, les autres investigateurs et investigatrices peuvent, eux, attaquer les rejetons sans problème. Ça, c'est pas un souci. Donc, chaque lieu en jeu gagne abandon, vous vous réfugiez dans ce lieu,
Vous pouvez donc abandonner dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment, mais attention si vous abandonnez dans le mauvais lieu. L'acte en cours gagne. Pour une action, si vous êtes dans le lieu correspondant au lieu qui est sur le dessus du deck planque et qu'il n'y a plus d'indice sur ce lieu, testez n'importe quelle compétence X, où X est le nombre de lieux dans le deck planque. Donc au départ, ce sera un test à 6 de difficulté. Puis si vous éliminez, vous arrivez à faire ce test, vous retirez, vous mettez de côté la carte qui est sur le dessus du deck planque et vous voyez le lieu suivant. C'est toujours une mauvaise planque, mais vous le voyez, vous pouvez ensuite aller dans ce lieu, trouver les indices, faire de nouveau un test qui cette fois-ci sera à 5, vous l'enlevez, puis vous allez dans le lieu qui est le suivant, etc., jusqu'à essayer d'aller tout en bas pour voir lequel lieu est le bon. En multijoueur, la difficulté du test augmente de 1 pour chaque rejeton du Yogg-Sothoth en jeu. Voilà. Ça c'est parce que quand même en multi c'est quand même plus simple de réussir des tests très élevés, surtout si vous êtes plusieurs dans cette mission. En cas de réussite, donc vous avez compris que c'était une mauvaise planque, vous retirez ce lieu du dessus du deck de planque et vous le mettez de côté hors jeu comme je vous le disais. À la fin de la partie, regardez la dernière carte du deck de planque. Les investigateurs et investigatrices ayant abandonné dans un autre lieu sont massacrés par les abominations et sont tués. Là aussi, comme pour le scénario précédent, les joueurs et les joueuses sont tués, donc devront choisir un autre investigateur, une autre investigatrice à la fin du scénario, avant la conclusion toujours, pour quand même bénéficier des quelques XP potentiels. Et donc, les investigateurs et investigatrices qui ont abandonné dans le lieu correspondant à la dernière carte du deck planque, eux, survivent au scénario. Voilà. Donc, donc, à partir du moment où vous avez enlevé les 4 premiers lieux, il y a 6 lieux dans le deck planque, donc à partir du moment où vous avez enlevé les 4 premiers lieux, vous savez qu'il n'en reste que 2. Donc, celui que vous voyez n'est pas la bonne planque. Et vous avez du coup, vous pouvez déduire celui qui est la bonne planque, la planque sûre. À partir de ce moment-là, vous pouvez abandonner de manière sécurisée en allant dans cette planque sûre et en abandonnant pour une action abandon. Mais vous ne marquez pas tous les points au classement puisque vous gagnez 2 points au classement pour chaque mauvaise planque mise de côté ou dans la pile de victoire, puisqu'on va y venir, si vous jouez en solo, les mauvaises planques iront dans la pile de victoire. Donc, vous pouvez abandonner, à partir du moment où il ne reste que 2 lieux dans le deck de planque, vous pouvez abandonner de manière sécurisée, sauf que vous ne mettez pas tous les points. Voilà, vous mettrez le maximum de points s'il ne reste qu'un lieu dans la pile de deck planque, c'est-à-dire dans le deck de planque, c'est-à-dire s'il ne reste que la planque sûre. Voilà. Si vous jouez en solo, donc, ajoutez chaque mauvaise planque mise de côté à la pile de victoire. Ces cartes gagnent victoire 1. Ensuite, vous ajoutez à la fin de la partie chaque rejeton du Yogg-Sothoth mis de côté, pas ceux qui sont en jeu, à la pile de victoire. Ces cartes perdent victoire 1 et gagnent victoire moins 1. Voilà. Donc ça c'est pour dire que en gros l'idée c'est quand même que vous essayez de générer tous les rejetons dans la tous les rejetons vous essayez de les générer dans la map en jeu, et comme ça à la fin, comme vous ne pouvez pas les attaquer, ça récompensera ceux qui prennent le risque d'avoir 5 rejetons en jeu, puisque vous pouvez les générer pour une action rapide sur l'acte, ce qu'on a vu en début de barème de ce scénario. Les rejetons, d'avoir 5 rejetons en jeu, donc qui évidemment amènera plus de difficultés pour se balader dans la map avec tous ces rejetons en jeu. Donc, chaque mauvaise planque, ça c'est en solo seulement, chaque mauvaise planque vous rapporte un point de victoire, chaque rejeton de Yogg-Sothoth qui n'a pas été généré, qui n'est pas en jeu à la fin de la partie, ne vous enlève un point de victoire. Donc en gros, si vous avez que 3 jetons de rejetons en jeu et que vous avez réussi à enlever les 5 lieux, bah, vous n'aurez que, il y en a toujours 2 rejetons de mis de côté, donc vous n'aurez que 3 points de victoire. Mais par contre, si vous avez les 5 rejetons en jeu et les 5 mauvaises planques dans la pile de victoire, dans ce cas-là, vous avez 5 points de victoire.
Dernière petite précision, ensuite lors de la conclusion, ne prenez pas en compte les rejetons en jeu parmi ceux qui se sont évanouis dans la nature. Donc en gros, pareil, si vous avez les 5 rejetons en jeu à la fin, vous pouvez gagner les 3 points au barème, puisque vous n'aurez pas la conclusion 2, vous aurez la conclusion 1 puisque vous avez abandonné, mais vous gagnerez les 3 points au barème, et vous pourrez inscrire dans votre carnet de campagne que 0 rejetons se sont évanouis dans la nature. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, vous gagnez 2 points au classement pour chaque mauvaise planque mise de côté ou dans la pile de victoire. Mise de côté, c'est si vous n'êtes pas en solo, et sinon mise dans la pile de victoire si vous êtes en solo. Voilà. Euh, bon, je sais que c'est des règles qui sont un peu complexes parfois, mais encore une fois, à partir du moment où vous comprenez la mécanique, l'esprit de la mission, c'est juste la logique qui s'ensuit pour que la mission puisse fonctionner. C'est vraiment des mini-règles qui permettent de faire fonctionner l'esprit de la mission. C'est tout. Et donc je vous souhaite, on est arrivé à la fin pour ces 2 scénarios, et donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et surtout de bonnes parties pour les chasseurs, chasseuses du mythe.